toi, c'est quoi la spiritualité? Et à quoi ça sert? Pour moi, la spiritualité, c'est un des fondements de l'existence, en fait, finalement. Donc, non, c'est plus que jamais la base même de l'être. Les gens passent beaucoup de temps à l'église. Typiquement, tu as parlé du Congo. Donc, les gens vont à l'église du matin au soir. C'est pas parce qu'ils ont la foi. C'est parce qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait autant peur d'échouer? Les gens sont vraiment sous pression. On a un peu intégré le fait que celui qui n'arrive pas, voilà, doit aller vivre dans l'opprobre en fait. Oui, c'est un concept que j'ai découvert il y a 6 ans. Ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, j'ai passé toute ma vie sans savoir pourquoi est-ce que j'existais. Quelqu'un qui ne sait pas, comment il fait pour savoir? Déjà, comment elles se mettent en place les barrières mentales? C'est souvent la culture, par exemple, ce qu'on nous a inculqué quand on était jeune. Le pasteur Marcelo qui se remarie et tout et tout. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à toute cette situation-là qui fait couler beaucoup d'encre au Congo? Ici, il y a une leçon que je retiens de cette situation, c'est que... Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Est-ce qu'il est arrivé qu'un homme t'ait fait la cour et que tu as dit non? Oui. Ah, oui. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est arrivé, tu veux une fois? La fois qui te marque la plus. Oui, la fois qui me marque la plus, c'est quand un homme te dit... Non, j'ai pas à un homme. Il veut que tu me racontes toi, là. Non, que tu me racontes ton histoire, toi. D'accord, ok. Alors, la fois, non, c'est une personne qui me dit qu'il est marié, déjà, et que... comme il a des fonctions très importantes au Congo, par exemple, et que je serais bien sa deuxième femme, par exemple. Ça, je trouve... non, ça, tout de suite, j'ai dit non. Donc, ça ne rentre pas dans mes valeurs et tout de suite, j'ai dit non. D'accord. Mais tu as dit non, pourquoi? Parce qu'il voulait que tu sois sa deuxième femme ou alors parce qu'il ne te plaisait pas du tout? Plaisait... Pas spécialement, c'est vrai que j'ai pas du moment déjà le fait qu'il m'a ramené cette question un peu bizarre, on va dire ça comme ça, de demander à quelqu'un, enfin en plus surtout que la personne te dit écoute, je suis mariée mais je te veux comme une deuxième femme. Donc la personne est, tu vois, c'est un peu tu es surpris quoi. En tout cas, moi j'étais très surprise, c'est quoi ça? Enfin du coup je suis restée un peu focalisée sur pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, enfin, quelle est l'image, en fait, que je lui ai renvoyée pour que la personne me dise ça, en fait. Il me dit, tu me plais énormément, vraiment, je trouve comme ça. Et, mais je suis mariée, mais je te veux une deuxième femme. Donc, je me suis même plus posé la question s'il était bien ou pas bien. Je me suis dit, non. Ok. Et... Moi, non, on aime les problèmes. Du coup, vous étiez amis ou alors il t'a croisé comme ça et tout de suite il t'a dit bon voilà, tu me plais et tout? C'est quelqu'un que je connaissais il y a très longtemps. Oui. Il y a très très longtemps, à l'époque où j'étais très jeune, pas mariée, qui faisait encore ses études entre la France et la Belgique, quelque chose comme ça, et qui m'avait déjà draguée à l'époque. Donc à l'époque, moi j'avais dit non. Oui. Et j'avais l'impression que le fait qu'il est reparti au pays et qu'il est devenu... cette personne-là, il m'a dit cette conquête-là, je vais chercher ses coordonnées et puis non, je suis pas une chose quoi. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes toujours en contact ou pas du tout? Non, du tout. Ça s'est arrêté là. Oui, ça s'est arrêté là directement. Ouais, directement. Et sachant que tu me disais en off que tu es plutôt quelqu'un qui avait du mal à dire non. Est-ce que cette fois-là, tu as eu du mal à dire non ou bien c'est sorti naturellement? C'est sorti naturellement, tout simplement parce que j'ai déjà des engagements. Donc, et puis, j'ai trouvé vraiment, pour ce coup-là, la question très déplacée. Vraiment. Et pour moi, ça dénote en fait d'un manque de respect notoire. Non. Ça, c'était un peu facile maintenant. Bon, maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il t'est arrivé de dire oui, peu importe la proposition, et a posteriori te rendre compte que ce oui-là t'a coûté très cher, alors que tu voulais dire non, mais tu as dit oui parce que tu avais du mal à dire non? Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Est-ce que tu as la dernière dont tu te rappelles, c'est quoi?
Une anecdote autour de ça. Une anecdote autour de ça, c'est que j'ai été mariée une première fois et je pense que j'ai comment dire ça, j'aurais pu arrêter la relation plus tôt finalement. Ah oui. Donc justement ce côté de ne pas avoir le courage de dire non pour plein de raisons que je n'arrivais pas, pour lesquelles je n'arrivais pas à dire non, on coûtait cher donc Coûtait cher, c'est quoi le prix le plus dur que tu as eu à payer parce que tu n'as pas pu dire non? Alors j'ai arrêté, en tout cas là après pour le coup j'ai repris mes études par exemple, donc j'avais à l'époque, j'étais très jeune faut dire, donc j'avais arrêté mes études, donc j'avais une inscription ici même en France à l'époque, donc je sentais que c'était pas la bonne décision mais j'ai pas osé dire non dans une certaine mesure et voilà je suis partie dans ça mais malheureusement c'était chaotique et malgré le fait que c'était chaotique, il y avait des choses pour lesquelles j'aurais pu dire non. J'ai pas eu la force, j'ai pas eu le courage tout simplement de partir. Tu vois, alors que je voyais pertinemment que ça n'allait pas marcher. Bon, il faut dire aussi que derrière, on espère quand même que ça fonctionne, surtout quand on commence à avoir des enfants et tu viens toi-même d'une famille africaine, donc tu sais combien c'est important la famille, donc tu as envie de mieux faire peut-être que tes parents ou faire comme eux. Et donc du coup tu dis non, je reste, je supporte, peut-être que ça va aller, et tu dis oui. J'ai vraiment dit oui sincèrement par rapport à cette relation. J'avais quand même dit oui à plein de choses pour lesquelles si je disais non plus tôt, peut-être que là voilà ça allait coûter moins cher. Et aujourd'hui, de cette expérience-là, qu'est-ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire non? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que tout part un petit peu aussi de leur histoire de vie. Il faut aller un peu regarder qu'est-ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de choses partent de là parce que il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord notre environnement. Nous sommes notre histoire, ça c'est important. Qu'est-ce que la personne a vécu? Est-ce que il y a eu des carences affectives? Est-ce que la personne a eu des traumatismes tout simplement? Et ces choses-là vont faire que on quémande un peu l'amour comme ça. On a envie de plaire à tout le monde, surtout quand on a perdu par exemple ses parents tôt. Donc on est là, on recherche comme ça l'amour et qui va rester avec moi. Enfin, tu veux que les gens restent, tu as envie de les retenir, mais non, c'est pas les bonnes personnes. D'accord. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Ok. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, comme tu auras pu le constater. Nouvel épisode, nouveau décor, mais surtout, nouvel invité. Et l'invité qu'on reçoit aujourd'hui est auteur d'un livre que je vous invite vivement à lire. Bref, vous aurez le temps de savoir de quoi il s'agit au cours de cet échange, intitulé « C'est la self ». Il dit bien la self-possibilité. Moi, j'ai découvert cette expression au travers de son livre. Donc, tu me connais. Non, on va aller chercher les problèmes parce que I don't want peace, I like problem. Surtout que la paix n'est pas rentable. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Cela étant dit, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Reste attentif parce que ça sera très inspirant. Love, ta caméra est là pour ceux qui te découvrent aujourd'hui. Qui es-tu? Alors moi, je suis Love Ingwa, je suis auteure, je suis conférencière et puis accompagnatrice bien-être. Voilà. Au moins, c'est dit. Et c'est qu'elle ne dit pas que moi, je vais dire. Oui. C'est qu'elle est originaire du Congo. Dans les Congolais, là, mbote na yo. Mbote. Bon, Love. Dis-moi. Moi, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Dans ton livre, tu abordes des thématiques autour de la spiritualité, du développement personnel, mais aussi et surtout une notion très importante, le bonheur. Oui. Donc, tout de suite, je vais te poser une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens. Beaucoup de gens en parlent, mais on n'arrive pas vraiment à comprendre. Pour toi, c'est quoi la spiritualité? Et à quoi ça sert? Bonne question. Alors, je pense que la spiritualité, c'est juste quelque chose qu'on a déjà naturellement en nous. Tu sais, lorsque
on parle du rapport à soi, la connaissance de l'être. Toutes ces choses-là nous plongent en fait directement dans la spiritualité. Imagine les concepts qu'on va utiliser justement pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller mieux, pour aller à la rencontre de soi-même, tels que la pleine conscience, les ikigai, le champ des possibles. Vouloir ou pas, c'est déjà la spiritualité. Donc pour moi, la spiritualité, c'est un des fondements de l'existence, en fait, finalement. Donc non, c'est plus que jamais la base même de l'être. Et toi, et ça sert à quoi, ça, la spiritualité? Déjà, quand on décrit l'humain, on parle de l'humain matériel, immatériel, ok? On dit que l'homme, ou quand je parle de l'homme, c'est avec un grand H, est à la fois esprit et corps. Naturellement, on ne peut pas se passer de la spiritualité en ce moment-là. Mais ça nous amène où? Ok, d'accord. Lorsque je m'élève spirituellement, dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on doit s'élever spirituellement? Ah oui, il faut s'élever spirituellement. Il y a des choses les dimensions que tu ne pourras atteindre que lorsque tu es justement dans cette rencontre avec toi-même. Oui, il faut s'élever spirituellement. Autrement, tu vivras, j'ai envie de dire, un peu une vie lambda. Quand je parle de vie lambda, comme si tu ne sais pas ce pourquoi tu es venu faire sur la Terre. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions-là, il faut, pour moi, naturellement, aller vers la spiritualité, se diriger vers la spiritualité. Ok. Et pour toi, tu fais une différence entre la spiritualité et la religion, ou pour toi, c'est pareil? Non, je fais totalement une différence. Tu sais, Valère, avant, je pensais que la spiritualité était l'apanage de la religion. Donc pour moi, c'était vraiment la base, alors que c'est vraiment faux. Et le piège, c'est que beaucoup des chrétiens, on va dire ça comme ça, pensent la même chose, alors que ce n'est pas vrai. Si tu veux, si un endroit où j'ai moins vu la foi, c'est dans les églises. Ah oui? Totalement. Sachant que c'est une Congolaise. Je suis une Congolaise et en plus, j'ai vraiment passé une grande partie de ma vie dans la chrétienté. Ah. Mais je peux te dire que s'il y a un endroit où pour moi, j'ai vu que très peu de foi, c'est dans les églises. Je m'explique. Les gens passent beaucoup de temps à l'église. Typiquement, tu as parlé du Congo. Donc, les gens vont à l'église du matin au soir, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Donc, ils passent beaucoup de temps dans la prière, dans les églises. Mais c'est pas parce qu'ils ont la foi. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leurs insécurités. Ils ont peur de l'avenir, finalement. Donc, toutes ces choses-là, ces insécurités, vont faire que les gens vont un peu, vont fuir cette réalité qui est difficile et douloureuse à l'extérieur pour se cacher dans des prières, des choses comme ça. Donc, on va prier, on va jeûner sans arrêt, on va être vraiment dans tout ça pour pouvoir un peu oublier, finalement, cette impuissance que la vie, malheureusement, ou la société leur inflige, en fait. Et paradoxalement, tu sais, là où j'ai plus vu la foi, c'est dans le milieu des entrepreneurs, des choses comme ça. Alléluia. Non, du business, effectivement. Donc, c'est des gens, j'ai rencontré des gens qui ont mis des CDI de côté, payés confortablement, pour suivre leurs rêves. Des personnes vraiment avec qui j'ai palpé de près l'abnégation, la détermination. Donc, la personne avance, elle ne sait pas comment les choses vont se faire, mais elle y croit, elle y va. Tu vois, et ça, ce n'est pas à l'église que j'ai vu ça. Je suis désolée, mais c'est depuis que je côtoie un peu le monde des affaires que je rencontre ces gens-là. Donc, voilà. Et en quoi, déjà, c'est quoi la self-possibilité et en quoi est-ce que la self-possibilité peut nous permettre justement d'avoir la foi, la vraie? Très bien. Alors, la self-possibilité, c'est un peu une notion que j'ai créée, moi. L'idée derrière, c'est de dire qu'avant d'aller rechercher les opportunités à l'extérieur de soi-même, il faut d'abord prendre le temps de sonder son être intérieur. C'est-à-dire que
tu prends le temps de découvrir qui tu es réellement. Donc, tu vas regarder c'est quoi tes forces, ok? Donc, quand je parle de force, tes compétences, tes talents, et puis de regarder aussi au niveau de tes faiblesses. Donc, qu'est-ce que tu peux travailler et apprendre dans une certaine mesure à mettre en avant tout ce que tu sais faire finalement. Donc tout ça, lorsque tu commences à être dans cette construction saine de toi-même, c'est ça quelque part la self-possibilité et cette clarté, cette lucidité qui va apparaître de toi va permettre que lorsque tu vas aller à la poursuite des opportunités qui sont extérieures à toi, les choses sont limpides. Donc tu peux voir clairement tout ce qui est... Mais il y a un truc qui m'a marqué dans ton livre, et tu insistes beaucoup dessus, c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi, bref, de faire une introspection. Oui, totalement, c'est ça. Sauf que plus loin, tu dis aussi que lorsqu'on fait l'introspection, il faut être honnête envers soi-même. Oui. Bon, maintenant, en général, les gens font des introspections, mais il y a des choses sur lesquelles qu'on refuse de voir. Oui. On est souvent dans le déni par rapport à certains aspects. Oui, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as proposé pour quelqu'un qui fait une introspection, mais qui renie la partie même qui lui fait le plus souffrir? Alors, quand on renie justement cette partie de nous, qu'on ne veut pas voir, on est un peu dans le déni comme tu dis, je pense que vouloir ou pas à un moment donné, tôt ou tard, ça va quand même nous rattraper. C'est-à-dire que tu instaures un peu une espèce de dissonance cognitive comme ça, entre ce que l'apparence que j'ai envie de donner, comme ça, quelque chose de très lisse, alors qu'au fond, c'est un peu en décalage avec ce que je perçois, peut-être parce que il y a eu une souffrance, il y a eu un trauma, il y a eu une difficulté. Je sais pas qu'est-ce que la personne a vécu qui fait que elle n'arrive pas à affronter. Moi, je pense qu'il faut. Autrement, il manquera toujours quelque chose et ça se verra à un moment donné dans notre parcours. D'accord, ok. Et derrière ça aussi, il y a souvent des challenges qui nous semblent insurmontables. Comment on fait? Alors, pour des challenges qui nous semblent insurmontables, je sais que tu as bien parcouru le livre, moi je pars du principe que nous devons vivre en fait les défis que nous rencontrons comme des opportunités justement pour pouvoir briller. Okay? Donc, quelque part, il faut un peu, dans une certaine mesure, essayer de faire alliance avec eux. Donc, c'est-à-dire, c'est une histoire de perception. Au lieu de percevoir le défi comme étant « Oh mon Dieu, c'est fini », une personne qui commence déjà, avant même de mettre en place quelque chose pour pouvoir, du coup, surmonter ce défi-là, déjà le percevoir, donc la perception, visualiser, donc essayer de faire un peu ce travail mental en amont, de dire que ce défi-là va me permettre à aller à surmonter, à aller plus loin en fait. C'est une démarche, on va dire ça comme ça, pour me permettre d'avancer et d'évoluer. Et par exemple, pour toi, ça a été quoi ton plus gros défi à ce jour dans la vie? Mon plus gros défi... l'un des plus gros challenges que tu as eu à dépasser. À dépasser, de commencer à faire mes conférences. Donc, j'ai douté quand même énormément encore. Donc, mais voilà, j'ai dépassé ça et voilà, ça se passe bien. Et qu'est-ce qui te faisait douter? C'était quoi le plus difficile pour toi? Je pense que ça, c'est aussi des éléments un peu personnels. Donc, un peu de manque de confiance au début et il faut les travailler. Et puis, lorsque c'est bien fait, et voilà, après, les choses s'ouvrent. Et c'est quoi que tu as mis en place pour travailler peut-être la confiance que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, une belle façon de travailler tout ce qui est un peu la confiance en soi. Déjà, il faut comprendre, connaître l'origine. Donc, forcément, pourquoi la personne n'aurait pas confiance en elle? Donc, sûrement, la personne a vécu des choses qui l'ont diminué. Donc, et moi, c'était vraiment d'identifier déjà ces choses-là. Et il y a des choses qu'on a peut-être acceptées dans notre vie qui ont fait qu'à un moment donné, il y avait cette confiance qui était partie et on a peut-être un peu moins, ce qui tient de l'amour de soi. On était un peu moins aussi dans ça. Donc, une des choses, c'est vraiment de réapprendre à s'aimer. Pour moi, l'amour, c'est
C'est les ILF, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour travailler la confiance en soi. Donc commencer déjà à s'aimer, à aimer la personne qu'on est. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Vraiment, Valère, je t'assure. Beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de... Après, est-ce qu'ils se le disent que moi, je ne m'aime pas? Personne ne le dit comme ça. Mais dans l'auto-sabotage dans laquelle la personne sera, que la personne sera, on peut voir justement que c'est un manque d'amour pour soi. Imagine une personne à qui on a dit lorsqu'elle était enfant, que tu n'iras pas loin, tu es ceci, tu es cela, on l'a souvent rabaissé. Forcément, cette personne a une image d'elle-même fragile, qui n'est pas très... Voilà. Donc ça va se ressentir, vouloir ou pas, dans ces interactions. Et donc la personne peut-être va moins oser dans ce qu'elle fait. Et puis... donc c'est un frein. D'accord. Donc c'est un frein. Donc l'amour de soi est un élément important et de travailler justement, comme j'ai dit tout à l'heure, des concepts qui tiennent de l'enfant intérieur. Essayer un peu de guérir un peu de nos blessures intérieures, des choses qui ont fait qu'à un moment donné ça nous avait fragilisé finalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui font en sorte qu'on puisse savoir si une personne s'aime ou pas assez? Oui, totalement. Ça serait quoi, par exemple, pour poser un diagnostic? Docteur Love. Docteur Love. Alors, ça va être typiquement l'auto-sabotage. Je trouve vraiment que c'est très parlant, tu vois. Donc, moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient bien lancés dans leur projet, mais tout de suite, tu verras à la fin, plus rien. Comme si... ils se disent qu'ils peuvent pas y arriver en fait finalement, et ils s'arrangent toujours à ne pas atteindre leurs objectifs. Donc quelque part l'auto-sabotage pour moi c'est quand même c'est criant quoi. Ok. Et derrière ça, une notion que tu abordes aussi beaucoup dans ton livre, c'est la notion du bonheur. C'est quoi le bonheur? Alors le bonheur c'est le bonheur c'est comme ça reste un concept assez mythique, donc c'est très vaste et large. Je pense que c'est un concept en fait propre à soi. Donc chacun a sa propre définition du bonheur. Donc et cette définition-là est basée un peu sur son histoire de vie, ses rencontres, sa culture, ses origines. Toutes ces choses-là vont venir nourrir en fait ce que lui comprend en fait de la pleine satisfaction. Donc ça reste vraiment un concept. Toi, tu as ta définition, moi, j'ai la mienne. Et toi, c'est quoi la définition du bonheur pour toi? Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait de toi une personne qui est heureuse? Voilà. Alors, pour moi, le bonheur, c'est vraiment de construire d'abord son être intérieur, sainement. Et après qu'on ait eu à faire ça, donc on a cette liberté en fait de faire des choix autour de nous, des choix, ça peut être des choix relationnels, de business, donc toutes ces choses que tu fais après que tu aies découvert la nouvelle version de toi-même, et tu fais des choses que tu aimes dans une certaine mesure, c'est ça le bonheur. Puisque tu es en adéquation à ce à quoi tu désires de manière plus profonde, et tu es en alignement quelque part avec tes valeurs, oui. Si tu fais des choses qui sont alignées à toi, oui, tu vis le bonheur, pour moi. Mais il arrive souvent, c'est aussi quelque chose que tu abordes dans ton livre, il arrive, puisque tu dis aussi que nous sommes le fruit de notre environnement. Oui, tu le dis. Ça c'est vrai. Et tu l'expliques même très bien dans le livre. Et au-delà de ça, tu dis que par moment, on a des objectifs qu'on veut atteindre, on croit que c'est pour nous, alors qu'on nous les a ils se sont imposés à nous de manière parfois insidieuse parce qu'on est dans un environnement. Je prends un cas simple, où certaines personnes, ils vont à l'école, ils se disent que, parce qu'on leur a expliqué que l'école va les rendre heureux, va faire en sorte qu'ils deviennent des personnes respectables, ils y vont. Après, ils se rendent compte que finalement, ce n'était pas vraiment ce qui correspondait à ce qu'ils voulaient. Donc, ma question, c'est de savoir comment moi, je fais pour me rendre compte que, ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose qui va vraiment me mener au bonheur que je dois atteindre ou pas. Parce qu'il peut avoir, on peut se tromper de route aussi. C'est une très très bonne question. Effectivement, beaucoup de personnes en fait vivent un peu des vies imposées comme ça, tu vois, en lien avec notre société. Par exemple, ils vont faire ou la personne va faire un métier parce que ça paye bien, tout simplement. Mais il n'y a pas de conviction en soi. Donc, moi, je pense que il faut
aller vers quelque chose pour lequel on a de la conviction. Tu vois, même si au préalable, quand on regarde la chose, tu dis, mais comment je fais pour y arriver? Parce que ça a l'air un peu aride comme ça, mais de prendre le temps, de avoir un peu ce dialogue intérieur, finalement, de savoir déjà qui tu es, ce à quoi tu aspires, qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce qui te passionne. Je pense que ces questions-là, au préalable, vont un peu t'aider à faire tes choix, finalement. Et dès que ces choses-là commencent à être claires, voilà, au lieu de faire ce que la société t'impose, parce que tu le fais, comme on dit, un travail alimentaire, quelque chose comme ça, tu prends la décision contre vents et marées, contre toutes les difficultés, d'aller quand même vers ce qu'on aspire, ce qu'on a ressenti au plus profond de nous-mêmes. Mais ça demande beaucoup de courage. Oui, et malheureusement, hélas. C'est quoi la clé du courage, du coup? S'il y en a qui savent, ils t'ont écouté, ils disent, ah ouais, ce qu'elle dit me parle. Ça reste théorique. C'est la finalité. La finalité, tu vois. Parce que si tu te dis... Moi, j'ai dit toujours, je perds quoi d'essayer? Je perds quoi d'essayer que de vivre une vie, finalement, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas alignée. Tu fais juste parce que il faut faire, parce qu'il faut manger. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que c'est vraiment... ce à quoi tu aspires au plus profond de toi. Donc, quand tu commences vraiment à te poser ces questions-là, c'est la finalité. Comment j'ai envie de finir ma vie demain? Est-ce que je veux que après, quand je serai, je sais pas moi, à la retraite, ou quand je me regarde quand je suis devant mon miroir, je me dis, mais j'ai loupé ma vie. Non. Je n'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie tout simplement de me dire, tiens, love. Bravo, tu as quand même essayé. Même si je n'atteins pas tous mes objectifs, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé. Donc, moi, je pense que c'est la finalité, de me dire... Et aussi, derrière, ce qui va être important, c'est... Je pars du principe qu'en fait, on est sur Terre pour impacter, pour apporter quelque chose aux autres. Donc, de se poser aussi cette question-là, je sers à quoi? C'est quoi mon rôle sur cette terre? Mon talent, c'est quoi que je dois utiliser pour pouvoir justement changer, apporter un petit plus aux autres? Il faut savoir que tout le monde ne va pas finir comme Valère, en train d'organiser. Mais chacun à son niveau, de se poser au moins cette question, comment je peux impacter, et commencer avec ce qu'on a. Et c'est déjà ça, l'idée ici, c'est pas de dire que voilà, tu vas organiser des conférences, tu vas faire ceci, non. Mais déjà à ton niveau, comment tu impactes, tu changes la vie autour de toi, parce que je suis persuadée que tous sommes appelés à apporter un petit quelque chose dans notre humanité. Et c'est ça que tu nommes par la mission de vie dans ton livre. Oui, totalement. Mais du coup, c'est un concept que j'ai découvert il y a 6 ans. Ouais. Il y a 6 ans. Et ça m'a fait un choc, parce que je me suis dit, j'ai passé toute ma vie sans savoir pourquoi est-ce que j'existais. Tu vois? Et pour quelqu'un qui ne sait pas, comment il fait pour savoir? Alors, raison pour laquelle vous œuvrez aussi dans les conférences, dans ces genres d'endroits où finalement il y a pas mal de discussions un peu de cet ordre-là. Je pense que quand quelqu'un vient vers toi et qu'il a quand même des questions existentielles, tu vois, qui ne sait pas, qui a l'impression d'être dans un éternel recommencement, la personne n'est pas bien. Donc la personne n'est pas bien. Après, tout dépend de là où tu rencontres la personne. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut partir d'une discussion. Peut-être que la personne se confie à toi. Voilà. Donc tu peux lui emmener du coup cette notion-là et lui expliquer un petit peu en quoi ça consiste et que vraiment pour que cet équilibre arrive, il faut à un moment donné se poser cette question fondamentale, je pense. Ouais. Je pense aussi. Bon, à la page 20 de ton livre, tu nous parles du voyage d'un couple d'amis pour leur lune de miel et qui rencontre 2 groupes de voyageurs. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Exact. Écoute, c'est vraiment une scène qui m'a beaucoup choquée quand du coup ce couple d'amis me l'a raconté, vraiment choquée. En fait, quand ils sont arrivés à Addis Abeba, parce qu'ils avaient fait un long escale là-bas, donc il y avait en fait, si tu veux, 2 tableaux comme ça qui se dressaient à eux, très marquants. D'un côté, il y avait un groupe de plusieurs Chinois en fait, voilà, mais dont l'attitude en fait était un peu
une attitude de supériorité, quelque chose comme ça, comme s'ils étaient en terrain conquis. Et puis de l'autre, il y avait des jeunes filles, assez jeunes, vraiment apeurées, inquiets, comme si elles n'avaient plus, j'ai envie de dire, le contrôle de leur destinée, comme si elles n'avaient même pas le contrôle sur leur propre vie. Donc, ce tableau-là était limite un peu choquant, finalement. Donc, on voit en contraste, justement, les Chinois qui viennent, au Congo, en Afrique, pour faire de l'argent. Faire de l'argent, il faut le dire. Et puis, ces jeunes filles, en fait, qui vont travailler comme des domestiques, en fait, au Liban et autres, en fait. Et pour toi, qu'est-ce qui explique ça? Moi, je pense que c'est vraiment un problème de perception. D'accord? Donc, vraiment, je mets l'accent dessus, c'est vraiment un problème de perception. Pour l'Européen ou l'Asiatique, si tu veux, pour eux, la richesse se crée. Ok. Tandis que les Africains, pour eux, la richesse se découvre, en fait. Se trouve. Donc, il faut aller le trouver. Raison pour laquelle, tu verras, les Africains vont définir quelque part la richesse d'un pays parce que, avec le nombre des gratte-ciels que ce pays a, ou par le fait que les gens mangent 3 fois par jour. Tout en oubliant que ces populations-là, les Européens, les Asiatiques, ont travaillé durement pour arriver à ce résultat. Donc, avoir des décennies. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était pas facile. Donc, ça fait partie de leur histoire. Donc, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'Africains de travailler aussi durement pour arriver à ce résultat-là. Oui. Raison pour laquelle je dis la richesse se crée, tandis que nous, on pense que la richesse se trouve, en fait. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Oui, j'ai trouvé ça tellement intéressant ce que tu as dit, parce que tu expliques justement dans ton livre que on voit des pauvres, des prolétaires européens, occidentaux, qui, quand ils arrivent en Afrique, ils créent la richesse. C'est ça. À l'inverse, les Africains, ils partent dans des pays dits riches, mais pour autant, ils ne sont pas riches. Malheureusement, Pourquoi? Mais c'est ça, c'est vraiment... c'est triste à dire, déjà, ça. Et c'est vraiment la compréhension que les gens ont. Et après, je sais pas, la suite, en tout cas dans le livre, j'en parle, même justement quand ces personnes arrivent ici en Europe, en tout cas les Africains, beaucoup aussi déchantent quelque part. Tu vois, par la suite, ils se disent, on pensait. Donc, ils avaient une certaine définition, une perception du truc. Et après, la réalité les rattrape aussi. C'est vrai que ça ne suffit pas. Voilà, on revient sur ça, exactement. Ça ne suffit pas que de manger 3 fois par jour. Donc, de voir ces gratte-ciels, à un moment donné, tu les vois plus. Et tu penses que nous, les Africains, comment est-ce qu'on se perçoit? Alors, il faut savoir aussi que l'Afrique, en fait, a un défi majeur. Je pense que tu sais très bien, c'est déjà la pauvreté. Pour moi, la pauvreté est un défi majeur. Une personne qui est encore dans ce mouvement qui consiste à aller chercher l'essentiel, on va dire ça comme ça, le minimum vital. Donc, quand tu as des discussions avec eux, tu sens que c'est des personnes qui peinent un petit peu à se projeter, tu vois. Donc, et c'est une forme d'esclavage aussi, à un moment donné, le fait qu'on a été humilié pendant très longtemps par la pauvreté. La personne, à un moment donné, se met tout naturellement, tout bonnement, dans la peau de l'esclave, tout en se disant, l'homme blanc ou jaune, je sais pas moi, est supérieur. Donc ça, déjà au niveau mental, il y a quelque chose qui est biaisé, tu vois. Donc, et quand on se conçoit comme ça, on se voit comme ça, tu te dis, si l'homme blanc est supérieur, allons voir les gratte-ciels, allons manger 3 fois par jour. Oui. Et comment on change ça? Justement, il faut changer cette perception. Comment on change la perception? Bonne question. Alors, pour changer cette perception-là, il faut déjà, un peu ce que vous faites, on va dire ça, dans les conférences et autres, ou ce que moi je fais aussi, donc pousser la jeunesse, justement, à transcender
cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on est en train de voir et s'autoriser à des questions profondes en fait. Donc il faut vraiment transcender, aller au-delà de cette réalité qui est certes difficile, qui est certes lourde, mais c'est que au moment où on est passé un peu au-dessus que les vraies questions vont nous rattraper, puisque on se focalise plus que bon, ok, certes, il y a un problème, je n'arrive pas à manger 3 fois par jour, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui amène, j'ai envie de dire, l'Afrique ou cette jeunesse à être dans cette situation? Donc, s'autoriser en tout cas de se poser les bonnes questions, surtout profondes, ouais. Et est-ce qu'avant tu as eu cette même perception qu'avaient les Africains là, en mode de nous sommes inférieurs? Est-ce que tu as souvent été habité par cette perception-là, par le passé? Alors, peut-être inconsciemment. Oui. Parce que des fois, on ne se le dit pas. Mais peut-être inconsciemment, dans la manière dont on se positionne, dans la manière dont on se tient, on peut être en tout cas, moi, je vois beaucoup de personnes dans l'attitude. Oui. Certes, la personne ne le dit pas, oui, mais se conçoit quand même, est en retrait. Et ça, c'est dommage, justement. C'est dommage. Ok. Est-ce qu'il faut souffrir pour être heureux? Écoute, je ne pense pas qu'il faut souffrir pour être heureux. On n'a pas besoin de souffrir pour être heureux. Mais en revanche, il faut prendre le temps d'affronter son être intérieur. Ça, c'est important. Donc, travailler un petit peu sur soi, se connaître très bien, construire, si tu veux, notre intérieur de manière saine. Ça, c'est la base. Parce que, tu sais pourquoi je dis ça? C'est que pour être heureux, ça demande des compétences. Si une personne, on disait tout à l'heure, a des blessures intérieures, ces genres de choses, elle aura une confiance en soi et estime fragile, en fait. Alors que l'on sait que la confiance et l'estime de soi sont des armes redoutables pour la réussite. Donc, le bonheur, on n'a pas besoin de souffrir pour ça, mais il y a quand même un travail de fond à faire en amont pour que les choses soient lisses. Dès que tu as fait ce travail, comme je disais, tu es heureux. C'est pas forcément parce qu'on a l'argent là tout de suite, mais c'est déjà une manière d'être, le bonheur. Tu vois, c'est vraiment tout un style de vie déjà. En effet. Autre fait marquant qui a attiré mon attention dans ton livre, tu parles des barrières mentales. Oui. Des barrières mentales qui nous empêchent de voir notre potentiel. Oui, totalement. À ta manière de dire oui, sans que là, on a déjà une voix sensible. Déjà, comment elles se mettent en place, les barrières mentales? Alors, quand je parlais des barrières mentales, donc on va parler des pensées limitantes, par exemple. C'est souvent la culture, par exemple, ce qu'on nous a inculqué quand on était jeune. Tu as parlé du potentiel tout à l'heure, très important. Imagine qu'on dit Valère est passionné par ça. Et la chose pour laquelle tu es passionné pourrait justement te rendre riche, je ne sais pas. Or, dans ta perception, ce que toi tu as appris, c'est que l'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est pour les voleurs. Donc, on se retrouve avec Valère qui est passionné de quelque chose qui pourrait éventuellement le rendre riche, ou je sais pas moi, tout ce que tu veux. Mais en même temps, en parallèle, tu as ce frein, finalement, qui est... moi, mes parents m'ont dit que l'argent, c'était pour les voleurs. Tu as bien choisi ton exemple parce que j'étais victime de ça. Vas-y. Super, alors. Donc, l'argent, c'est pas une bonne chose. Donc, la langue, tu vas t'auto-saboter. Tu vois, donc tu ne pourras pas clairement atteindre le plein de ton potentiel. Pourquoi? Parce que tu as un mauvais ce regard-là, cette pensée limitante qui consiste à dire que l'argent c'est pas bon. Donc tu ne pourras pas atteindre ton potentiel, tout simplement. Forcément. Malheureusement. Ouais. Et comment on prend conscience de ces barrières mentales? Parce que parfois elles sont là mais on s'en rend même pas compte. Comment on en prend conscience? Alors, raison pour laquelle moi je pousse les gens que je coach, que j'accompagne à toujours à re-questionner nos valeurs, tout ce qu'on nous a... Il faut re-questionner les croyances. Ça, c'est important. Et c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais je t'assure, c'est la base des bases. Imagine des choses telles que l'excision, ces choses-là.
si on n'avait pas pris le temps de réquestionner, tu t'imagines? Donc oui, ça a été, on va dire, culturel ou je sais pas quoi, mais c'est pas bien. Donc, quelque part, les gens se sont arrêtés, ont réquestionné la chose, et donc il faut réquestionner nos croyances. Pourquoi je fais ça? Enfin, et ça rejoint du coup l'introspection que tu as évoquée tout à l'heure. Donc, très important. Encore faudrait bien la faire, être suffisamment honnête. Avec soi-même. Exactement. Envers et avec soi-même. Tout à fait. Ok. Parle bien. Parle comme la Bible. Ok. Page 27. Ouais. Tu dis, notre vision de la vie n'est pas seulement façonnée par ce que nous voyons, mais aussi par comment nous choisissons de voir. Ouais, totalement. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette phrase, c'est comment nous choisissons de voir. Tu sais, il y a ce qu'on va appeler le côté brut de la réalité. Elle est celle qu'elle est. Oui. La réalité de ce que tu vis, de la situation est brute. Elle est là, ok, mais tu as le choix. Tu as le droit de lire, de regarder cette situation d'une autre manière. Dans ce cas-là, tu peux faire appel, par exemple, à la visualisation, ok? Tu visualises. Maintenant, toi, comment tu veux voir la chose? Comme je disais, ok, il y a la partie, c'est comme ça, c'est brut, c'est dur, c'est douloureux, la chose. Enfin, en tout cas, la situation est douloureuse, certes. Mais moi, je choisis de voir cette situation de telle manière. Et là, je fais appel aux compétences telles que la visualisation. Donc, je me focalise sur comment je veux voir la chose. Et tu verras progressivement et petit à petit, cette chose qui semblait si dure, si compliquée, à un moment donné, tu trouveras une manière pour pouvoir la changer et puis la surmonter. Bon, revenons à toi. Tout ça, c'est bien, mais ça reste des concepts. Comment est-ce que tu avais appliqué ça dans ta vie? Oui. Raconte-nous l'histoire. Oh oui, tout le temps. Non, raconte-nous une partie. Nous, on aime le Japon, nous, on aime les trucs un peu... Mais tout le temps, rien que pour écrire le livre, enfin... en ce moment-là, j'avais beaucoup de choses dans ma vie en ce moment-là pour me permettre d'écrire le livre. Quand je dis pas beaucoup de choses, il y avait le travail, il y avait la vie personnelle qui m'empêchait. Vraiment, c'était vraiment compliqué. Et par-dessus tout, la confiance aussi de me dire est-ce qu'il va y arriver, est-ce que comment je veux faire ça. Enfin, tu vois toujours les autres faire, mais tu te dis mais je fais comment pour y arriver. Et je peux te dire que ça a pris 4 ans. Ah oui. 4 ans. Je sais que, tu vois, il y en a qui écrivent en 3 semaines, mais ça a pris 4 ans. Ça a pris le temps que ça pouvait ou ça devait prendre. Mais au final, il est sorti. Si j'étais restée sur toute cette réalité j'étais assaillie de ces difficultés-là, mais j'ai refusé de voir le côté brut de ce que la vie me présentait. Je voulais écrire mon livre, malgré quand je savais qu'en ce moment-là, ça a pris du temps, mais c'est sorti. Et donc, comment tu as décidé de voir ces challenges-là? J'ai pas compris la question. Comment il y avait tous ces challenges qui mettaient tout en œuvre pour pas que tu puisses réaliser ce rêve-là. Et donc, comment est-ce que tu as décidé de voir? Mais tout est là le concept de la self-possibility, en fait. Voilà. C'est-à-dire que le défi doit être... tu dois voir le défi comme une opportunité pour pouvoir briller. C'est-à-dire, tu vois, la perception, la conception, la visualisation, toutes ces choses, en fait, et être dans une forme de positive attitude aussi. Donc, ok, la réalité est celle-là, le défi est celui-là, mais je décide. C'est une décision. C'est pour ça que je disais, donc je fais le choix de voir la situation de cette manière-ci. Je veux écrire ce livre. Comment je vais m'y prendre? Écoute, la vie nous le dira, le futur nous le dira, les jours, tu vois. Donc oui, c'est vraiment d'adopter cette posture-là et de mettre en place, comme je disais, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut aussi s'appuyer, comme je parle de la visualisation, des choses comme ça, pour changer, modifier et puis avancer, et la patience, tu vois. Donc, en fait, on a toujours quand même cette latitude-là de décider de voir les choses comme on voudrait. Totalement. C'est vraiment libre à nous, ouais. C'est fort. C'est fort. C'est pas pour rien que ça m'a interpellé. Ok. Page 51. Ouais. L'amour est un acte de courage. À fond. Mais non, l'amour, je t'aime, tu m'aimes, ça va. À quel moment est-ce que le courage intervient dans l'amour? On dit l'amour n'existe pas, il n'en existe que des preuves. Ok?
Nous, tu sais que notre cerveau démarre un peu lentement. Il faut que tu nous expliques là. Oui, l'amour n'existe pas, il n'en existe que des preuves. C'est là pour dire que... Prends un exemple. Toi, tu travailles à l'hôpital, tu sais. Donc, une personne qui accepte de donner un de ses reins à un de ses proches. Ouais. Comment tu appelles ça? C'est De une preuve l'intérêt. d'amour? Je peux vendre mon rein pour avoir de l'argent. Non, mais là, vraiment, tu donnes. Oui, ok, je donne. Tu donnes gratuitement à un de tes proches. C'est quand même ça demande du courage. Oui, beaucoup. Tu vois. Il y a un sportif que j'aime beaucoup, Lewis Hamilton. Quand tu regardes son histoire, tu verras que son père a travaillé, mais dur pour pouvoir lui payer des cours, tout ça. Enfin, c'était compliqué. Enfin, ce monsieur travaillait matin, midi, soir, donc tous les jours, des petits boulots. Ils habitaient vraiment dans quelque chose de très petit. Et il a renoncé au confort, il a renoncé à certains plaisirs, tout ça, pour donner la possibilité à son fils de réaliser son rêve. Donc, quelque part, ça nous prouve que l'amour, le vrai amour, c'est de sacrifier une partie de soi pour donner vie au rêve de l'autre. Donc, ça demande du courage. Oui. Parce que tout à l'heure, tu dis que l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves. Oui. Est-ce parce que j'utilise des outils, des méthodes qui sont assimilées aux preuves d'amour que j'aime forcément la personne? Alors, moi, je prends un cas, pour être plus clair. Est-ce que pour toi, donner de l'argent à une personne, c'est une preuve d'amour? Non. Okay. Est-ce que spécialement, pour toi, venir en aide à une personne en difficulté, c'est une preuve d'amour? Pas spécialement. Mais c'est quoi alors les preuves d'amour? Il faut seulement qu'elle donne le rein? Non, mais bon, là, tu vois, typiquement, c'est... La personne donne peut-être parce que il en a beaucoup, il n'en a pas, il n'en a rien à faire. Il faut dire, il y en a qui ont juste l'argent. Ouais, ou voilà, c'est parce que c'est la famille, donc voilà, je ne vois pas comment je peux faire, je donne. Mais il y a quand même des dons qui parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, parce que là, je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu m'as oublié un peu. Je disais tout à l'heure, Valère, c'est que donc la personne donne un peu d'elle-même pour satisfaire l'autre, pour faire que l'autre puisse, comment dire, vivre ses rêves. Et dans le cas où la personne, parce qu'il a beaucoup d'argent, donne, il coupe pas, il n'enlève pas en fait une partie de lui forcément. Il en a, mais on sent, il y a vraiment des dons où la personne vraiment s'impute, en tout cas enlève une partie de lui ou d'elle pour que l'autre puisse vivre. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Preuve d'amour. Bref, la preuve d'amour réside dans le fait que ce que je te donne me coûte. Ouais, c'est coûte. Voilà, on voit quand même qu'on ampute une partie de soi pour que l'autre puisse vivre. Ouais. Ok. La seule possibilité. Bref, vous connaissez déjà. On poursuit. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que, parce que c'est une notion que tu as abordée assez bien entendu, qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait autant peur d'échouer? Bonne question. Alors, il faut déjà savoir quand tu regardes déjà la société, la société dans laquelle nous vivons, en fait, nous met beaucoup de pression. Les gens sont vraiment sous pression, et on a un peu intégré le fait que celui qui a échoué, qui n'arrive pas, voilà, et doit aller vivre dans l'opprobre, en fait. Oui. On a même vu, il y a eu des scandales où des employés se suicident tout simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. Ça, c'est le message que la société nous envoie. Alors que la peur ne devrait pas être vécue de cette manière-là. Tu vois, si le message était et que on peut échouer, ça fait partie de la vie. Échouer, c'est une manière nous permet de recommencer une énième fois. On a vu des projets à succès. Combien de fois ces gens ont échoué pour enfin arriver à créer, à réaliser, ou même dans l'entrepreneuriat, même dans le business, on voit. Donc déjà, la personne a accumulé, je sais pas moi, combien d'échecs pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc
en ce moment-là, la personne va vivre en fait l'échec différemment. Donc on a peur des choses, en tout cas dans notre société aujourd'hui, c'est le message en fait qui est véhiculé, et ça c'est dommage, et il faut vraiment transcender cela, aller au-delà. On dit même que la peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même. Totalement. Et j'adhère. Et toi aujourd'hui, c'est quoi, si on dit le remède de la peur, tu dirais que c'est quoi? Il faut déjà savoir que la peur, c'est pas une mauvaise chose. La peur, c'est là vraiment pour nous prévenir qu'il y a un danger, tout simplement. Après, aujourd'hui, il faut quand même mettre de l'intelligence, la réguler. Dès qu'on a régulé la peur, en ce moment-là, elle doit nous servir. Tu vois, on peut pas vivre sans la peur, donc on en a besoin, et il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions, entre autres la peur. Donc ça va être vraiment la gestion émotionnelle, travailler sur comment je gère mes émotions, par exemple. Et parmi ce comment, tu recommandes la méditation? Oui, bien sûr, la méditation c'est une bonne chose aussi, ça peut aider justement à se détendre, à s'apaiser. Ouais, tout à fait. D'accord. Et la religion, c'est l'opium du peuple. Pour toi, c'est ça? Question, pour toi, la religion, c'est l'opium du peuple. Quel commentaire tu fais là-dessus? Alors, j'ai envie de te dire que les politiques, nos gouvernements, typiquement, je parle d'un pays que je connais, la mienne, la République démocratique du Congo, on voit clairement que la religion est malheureusement utilisée d'une certaine manière pour asservir le peuple, asservir ce peuple, le maintenir dans une forme de précarité et d'inconscience tout simplement, pour qu'eux continuent à piller tranquillement, on va dire ça comme ça, malheureusement. Ok. Et j'aimerais qu'on vienne un peu sur l'actualité, vraiment sans toi libre. Là, je vais un peu me lâcher. D'accord. Sans toi libre et tout. Récemment, il y a un fait d'actualité qui a fait beaucoup de bruit là. Le pasteur Marcelo qui se marie, qui se remarie et tout. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à toute cette situation-là qui fait couler beaucoup d'encre au Congo? Grave. Écoute, de base, c'est vrai que je n'aime pas trop entrer un peu dans la vie privée des gens, on va dire ça comme ça. Mais cette situation-là, en particulier, m'interpelle quand même. Tu vois, m'interpelle. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que ça reste un homme public. Et ça reste surtout un humain aussi. Et l'idée derrière, c'est que cette situation puisse quand même enseigner aussi plusieurs femmes, de dire que on ne reste pas si ça ne va pas. Les Congolais appellent ça le kangamotema, c'est-à-dire supporte, tu vois. Donc si ça ne va pas, il faut partir. En fait, moi, si il y a une leçon que je retiens de cette situation, c'est que cette dame, en tout cas son épouse, maman Blanche, je pense qu'elle a probablement encaissé pas mal de choses, parce que je suis désolée, quand tu parles avec ta maman, tu n'enregistres pas. Donc il y a eu quand même des enregistrements, il y a quand même pas mal de choses. Donc on sent qu'elle était arrivée avec sa mère à un point, à un niveau d'impuissance qui fait que, ok, on enregistre, s'il m'arrive quelque chose, ça peut parler à ma place. Donc tu supportes jusqu'au point où tu sais que ça peut te coûter la vie, mais tu restes quand même. Peut-être pour préserver une image. Oui, c'est ça, donc préserver l'image, soi-disant pour les enfants aussi, mais les enfants... tu sais, Valère, les enfants savent. Quand on n'est pas bien, nos enfants sentent. Donc, on n'a même pas besoin de leur dire qu'on ne va pas bien. Tu as beau faire semblant, la communication, elle est d'abord émotionnelle. Donc, sans avoir parlé, on communique à 80% tout le temps. Donc, les enfants savent que maman ne va pas bien. Donc, si tu les aimes, si vraiment tu veux les préserver, il faut... Écoute, tu dis, je suis dans une maison toxique, tout est toxique, mais je reste quand même dans un milieu empoisonné pour protéger mes enfants. Ah oui, ouais, c'est vrai. On a jamais vu la chose comme ça, mais c'est vrai. Ouais. Tu dis, mon environnement est empoisonné. Mais je reste quand même dans un environnement empoisonné pour protéger mes enfants du poison. Ouais, c'est vrai que c'est... Vas-y comprendre. Tu vois, vraiment, non. Si ça ne va pas, il faut partir. Parce que les enfants savent que maman ne va pas bien, et la meilleure façon, en tout cas si tu les aimes, si tu veux vraiment les aider, c'est de faire ce choix-là, les kangamutema, tout ça là, il faut vraiment qu'on arrête, ça fait beaucoup de dégâts, vraiment, beaucoup de dégâts.
Ok, ouais, c'était bien dit, hein. C'était très très bien dit. Et quelle est perception? Comment est-ce que tu perçois les Africains de la diaspora? Écoute, maintenant je trouve, je ne sais pas si la diaspora africaine commence un tout petit peu à évoluer ou à changer un peu de mindset, mais je trouve qu'on était malheureusement un peu en arrière par rapport aux autres et on n'a pas vraiment travaillé. Je suis désolée, on n'a vraiment pas travaillé et je vraiment triste, je parle de la diaspora de la mienne déjà, congolaise, parce que on aurait pu porter beaucoup de choses, changer énormément de choses dans ce pays et on n'a pas très bien travaillé et ça c'est dommage. C'est un peu de regret, mais ce n'est jamais trop tard. On essaye, donc la raison pour laquelle on est là. Donc il y a quand même la mentalité qui est en train de changer. On voit quand même des têtes, des personnes qui osent un peu plus et ça me rassure quand même sur l'avenir. Bon, ça prendra un peu de temps, malheureusement, mais il faut travailler. Mais j'ai pas forcément une grande image positive, on va dire, par rapport à la diaspora dans son ensemble. Et pour toi, s'il y a une chose sur laquelle les Africains, de manière générale, devraient travailler pour occuper la place qui leur revient de droit, ça serait quoi? C'est déjà l'unité. Une des choses qui nous fait du mal, c'est l'unité. En tout cas, quand je regarde la communauté congolaise, tout simplement, on n'est pas suffisamment unis. Parce qu'il m'arrive de monter sur des lives politiques et tout ça. Mais c'est tellement flagrant. Enfin, on n'arrive pas à parler le même langage. Alors qu'on connaît tous la problématique, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive... alors, on n'aura pas tous les mêmes opinions, on est d'accord, mais c'est vraiment l'unité et d'apprendre à aimer nos nations, mais véritablement. Tu vois, quand je dis véritablement, porter vraiment les valeurs de la patrie, et travailler ensemble dans l'unité. Pour moi, vraiment, on manque beaucoup on se soutient pas mutuellement. Tu verras un Congolais qui vend le Séchikwang, des choses comme ça, ou qui a le Congolais va préférer aller acheter chez le Pakistanais parce qu'il ne veut pas enrichir l'autre. Tu vois un peu le truc, et ça c'est triste c'est pas que Congolais. Voilà, j'imagine, et ça c'est vraiment triste, alors que les autres communautés se soutiennent justement, raison pour laquelle ils sont forts. Parce que tout le temps on nous dit oui, venez investir au Congo, voilà, il y a des Libanais qui réussissent, il y a des ceux-ci qui réussissent, va voir, ils sont soudés, collés, serrés. Donc celui qui vient, c'est lui qui a réussi, c'est lui qui est venu avant. Comment dire, crée le chemin pour les autres. Donc il arrange déjà tout et dès que les autres arrivent, il te montre déjà un peu où passer et ça c'est plus facile. Et vous devenez deux. Oui. Vous connaissez encore un peu plus. Le troisième, quand il arrive, le champ d'action en tout cas, l'espace est encore, laisse tomber. Donc, vous allez créer des lobbying, vous allez créer des banques. Et nous, on n'a pas ça. Tu te rends compte? C'est pas nos diasporas, on travaille. On travaille énormément. Les gens, pensent qu'on ne travaille pas. Non, on travaille énormément. Nous sommes des diasporas qui, en tout cas, quand je parle les Africains, travaillent énormément. Bien sûr. Oui, tu me diras, c'est pas une histoire de salaire. C'est une histoire d'unité. Parce que ceux-là, les Pakistanais, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des boutiques, machin, mais ils arrivent quand même à faire des lobbying, des choses, l'argent tourne. C'est parce qu'ils sont unis. Ils vont faire le lobbying. Voilà, exactement. Donc c'est l'unité qui nous manque. Pour moi, c'est vraiment cette valeur-là qui nous manque. Il faut y travailler. Et s'il y a une raison pour laquelle on devrait lire ton livre, la self-possibilité, laquelle serait-elle? Une raison. Bon, avec la self-possibilité, s'il y a une raison, en tout cas, elle te donne un champ tellement large sur comment tu dois travailler sur toi-même. Et s'il y a une phrase, ça va être vraiment que la self-possibilité t'aide, t'accompagne et te permet à te construire sainement de l'intérieur. Et dès que tu es construit, tu es bâti de l'intérieur, tu changes, tu catapultes ta vie. De toute façon, les plus grandes guerres sont invisibles. Exactement. En tout cas, si moi, il y a bien une chose que moi j'ai retenue en lisant ton livre, c'est le plus important, moi je paraphrase, le plus important, c'est pas ce qu'on voit, mais c'est comment on décide de voir. Totalement. Ça m'a beaucoup marqué, ça, de lire ça. Okay. Là, parce que le fait de voir,
ça nous rend passifs. Mais le fait de décider comment on veut voir la chose, là, ça nous rend acteurs. Et ça change tout. Totalement. Totalement. Bref, l'équipe, vous connaissez. Et s'il y en a qui veulent te contacter pour en savoir plus sur tes activités de coaching, comment on fait? Est-ce qu'il y a un numéro à donner? Comment on fait? Oui, on mettra, je te donnerai comme ça, tu vas le faire passer. Et très prochainement, je vais aussi organiser un webinaire. Voilà, sur les réseaux, en tout cas, je m'appelle Mapendo. Donc, Mapendo, c'est love, tout simplement, mais en swahili, voilà. Et s'ils veulent me chercher sur les réseaux, je suis assez là sur les réseaux. Donc, on peut me voir. Je fais aussi des accompagnements. En quoi? De coaching dans le développement personnel, dans tout ce qui est coaching, accompagnement, coach de vie, plus. Voilà, donc tout ce qui touche un peu des schémas répétitifs, des choses comme ça, des relations toxiques, c'est des choses avec lesquelles je travaille énormément, en tout cas dans ce sens-là. D'accord, ok. De toute façon, l'équipe va vous mettre tous les réseaux de Mapendo, Love, dans le premier commentaire et en description. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et précise qu'elle a quitté la Suisse pour venir ici. Exactement. Donc, voilà. Mais écoute, on arrive au thème de notre échange. Ta caméra est là. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, c'est que si tu veux changer ta vie, si tu veux aller de l'avant, si tu veux être catapulté, la première des choses à faire, c'est la self-possibilité. Donc cela consiste à dire, je me construis sainement de l'intérieur et que c'est juste après ça que voilà, tout deviendra fluide, tout deviendra clair et lucide. Tu seras un peu plus lucide pour voir le futur. Voilà. Yes. Tu l'auras bien compris, la self-possibilité, je me construis d'abord de l'intérieur afin de voir les choses de manière beaucoup plus lucide. Vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est ça. Oui, totalement. C'est vraiment ça, parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ça. Dans l'équipe, moi, je dis toujours, franchement, ça coûte pas cher. C'est combien c'est vendu sur Amazon à 18,59, quelque chose comme ça. Franchement, c'est même pas un resto. Même pas. C'est même pas un resto. Même pas. Alors que ça peut créer le déclic dont tu as besoin pour te catapulter. Exactement. Pour reprendre les mots de Love. Dans l'équipe, vous connaissez, moi, je vais vous proposer la nourriture de l'esprit. Parce que je pense que tout part de là. Ouais. Et aujourd'hui, si tu as faim là, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez nourri là. Absolument. Parce que pour avoir, il faut savoir. C'est aussi clair que ça. Dans l'équipe, moi, je vous mets ça dans le premier commentaire de la vidéo. Vraiment, c'est même pas le prix d'un bon resto. Allez-y. Je suis sûr d'une chose, c'est que ça te fera grandir. Ça, c'est sûr. Donc, merci beaucoup, Love. Mais c'est moi qui te remercie, Valère. Donc, l'équipe, c'était Valère Béliaz et Love Mapendo, sur le podcast de l'écrivain. Si vous avez aimé, donnez-nous un message, dites-nous en commentaire, partagez, likez, tout le bazar. On se retrouve au prochain numéro. Nina Kano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.